Bienvenue sur Relions la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Bonjour, c'est Bruno de la team Relions la Caraïbe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anne Péné-Annette. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes certifié d'histoire-géographie, agrégé de géographie et docteur en géographie et aménagement urbain de l'Institut d'études d'Amérique latine qui dépend de l'Université Paris-Sorbonne Nouvelle. Et vous êtes actuellement maîtresse de conférences en géographie à l'Université des Antilles ainsi qu'à l'INSPE de la Martinique. Donc, après avoir soutenu votre thèse sur les pôles de développement dans le Grand Est du Venezuela en 2011, vous poursuivez vos travaux sur le développement urbain et les dynamiques industrielles de ce Grand Est du Venezuela. Aujourd'hui, vous êtes donc rattaché au laboratoire AIHP Géode de l'Université des Antilles et vous travaillez, entre autres, sur la question de la transition énergétique dans la Caraïbe. Vous participez également à des projets de recherche concernant la reconstruction de Saint-Martin post-Irma ou encore sur les impacts économiques de la pandémie Covid-19 dans les territoires d'outre-mer. Donc, est-ce que vous pourriez présenter votre parcours et d'où vient cet intérêt pour la géographie ? Merci. Donc, merci beaucoup, Bruno. Alors, pour répondre au goût de la géographie, je dirais que cela remonte à mes jeunes années où, d'une part, en lien avec mon contexte familial, j'avais donc un père qui était capitaine au long cours dans la marine marchande. Et à chaque fois qu'il revenait, il avait dans ses valises des films qu'il nous projetait. Donc, en fait, depuis très jeune, je voyais différentes régions du monde à travers les films qu'il nous faisait visionner. Et bon, ça, c'est un élément. Un autre élément, peut-être aussi, toujours dans le contexte familial, j'avais une cousine de ma mère qui était géographe et qui, depuis que j'étais toute petite, me racontait un peu ses travaux de recherche et notamment me ramenait des livres, par exemple, de ses terrains de recherche en Amérique latine, comme au Pérou. Donc, très jeune, j'ai été très touchée par la lecture de contes latino-américains, par exemple. Voilà. Et puis la langue, le goût aussi de cette géographie sur les territoires hispanophones est venu par une passion pour cette langue de l'espagnol que j'aime beaucoup. Voilà. Sinon, par rapport à mon propre parcours, donc j'ai un parcours très classique par rapport à la géographie française, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, Bruno, donc des concours de recrutement de l'éducation nationale, puis une thèse de doctorat inscrite dans une université donc qui a un institut spécialisé dans l'étude des pays d'Amérique latine et donc une approche assez, donc on va dire, de géographie régionale et urbaine dans mon parcours, liée à une formation parallèle entre l'enseignement dans le second degré puis à l'université. Depuis 2001, en fait, j'enseigne à l'université, d'abord en tant qu'agrégé à l'université, puis, comme il a été dit, à l'Université des Antilles en tant que maître de conférence. Et en parallèle, donc une formation en urbanisme, suite à des formations de master recherche en région parisienne, dans un institut, enfin, 2 instituts d'urbanisme l'un après l'autre, mais donc le dernier à l'Institut d'urbanisme de Paris avec une spécialisation à l'École nationale des ponts et chaussées. D'où mon intérêt vraiment pour ces articulations entre aménagement du territoire, urbanisme et géographie du développement, qui avait démarré dès mes années après le bac avec des cours que j'avais suivis en tant que... donc j'ai suivi la formation... là aussi très classique, donc Hippocagne et Cagne dans un lycée à Bordeaux. Et voilà, cet intérêt s'est suivi par le goût de vouloir vérifier un peu sur le terrain
ces éléments que j'avais appris en cours. D'accord. Et d'où vient cet intérêt pour l'Amérique latine? Enfin, vous l'avez déjà un peu expliqué, mais plus particulièrement pour le Venezuela. Euh, Pourquoi cette étape en particulier? Alors, oui, merci. Effectivement, le Venezuela, ça remonte aussi à pas mal d'années. En fait, la première fois que j'ai pu aller au Venezuela, c'était en 1986, enfin fin 1986 et jusqu'en 1987, dans le cadre justement de mes études universitaires, dans le cadre de la réalisation d'un mémoire de recherche et aussi d'un stage que je réalisais en parallèle dans un bureau d'urbanisme dans la ville qui s'appelle Puerto La Cruz, à 300 km à l'est de Caracas, sur la côte Caraïbe. Et donc ça, grâce à ce lien, enfin le lien familial que j'ai, qui remonte à avant la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est un cousin de ma grand-mère maternelle qui s'est installé au Venezuela avant la Deuxième Guerre mondiale et qui est toujours resté au Venezuela et qui a donc eu des enfants, des petits-enfants. Et donc cette branche familiale a été très attachée à revenir aussi de temps en temps dans leur région d'origine au sens du sud-ouest de la France hexagonale. Et du coup, ce sont ces liens familiaux qui ont fait qu'au fur et à mesure, à travers ce que j'étudiais dans mes études, enfin dans mon parcours scolaire et universitaire et ce lien familial, j'ai voulu pouvoir aller sur le terrain et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier au départ de ce lien familial qui m'a permis d'être en lien avec le milieu professionnel plus rapidement, sûrement. Et puis à l'époque aussi, en tout cas à l'université où j'étais inscrite au départ, il n'y avait pas encore vraiment de ces possibilités de stage avec des pays étrangers. Donc, bon, je pense que la génération actuelle d'étudiants serait peut-être plus outillée pour tout ce qui est stage. Bon, ceci dit, la réalité actuelle du Venezuela, c'est quand même là pour l'instant paralysée. Mais voilà un petit peu les origines avec le Venezuela. D'accord. Et donc, si on résume, si vous voulez, votre intérêt pour le Venezuela est donc d'abord un point d'appui familial, ensuite ce qui se révèle être un intérêt de recherche, et tout ceci culmine avec une thèse de doctorat sur les pôles de développement dans le Grand Est du Venezuela. Alors, pourquoi ce sujet? Et puis, quels souvenirs gardez-vous de ce travail de recherche? Et puis, est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, définir un peu ce qu'on entend par Grand Est au Venezuela? Je dirais tout d'abord que ce travail de doctorat a été dans la continuité de ce que j'avais réalisé à partir de ce qui est actuellement un Master 1, donc avec un Master 1 puis un Master 2, où j'ai continué à étudier des thématiques géographiques plus spécifiquement articulées avec l'urbanisme dans cette partie est du Venezuela. Donc Puerto La Cruz, qui déjà fait partie de ce Grand Est, le Grand Est qui correspond à deux régions du Venezuela, qui sont d'une part la région nord-orientale et d'autre part la région de la Guyane du Venezuela, et chacune des deux régions étant séparées l'une de l'autre par l'Orénoque. Donc en fait, c'est le bas Orénoque qui fait la jonction et la séparation entre ces deux grandes régions. Et le Grand Est, en fait, c'est moi-même, au cours de mes recherches doctorales, qui ai construit un petit peu ce concept de géographie régionale qui n'était pas encore défini comme tel au Venezuela. Et puis après, en discutant aussi avec des collègues vénézuéliens, donc ils ont trouvé intéressant de prendre en compte cet ensemble qui s'articule, comme je vous l'ai dit, de part et d'autre de l'Orénoque. Et du delta de l'Orénoque, et qui correspond à l'échelle de l'ensemble du Venezuela à une région très importante du point de vue de la production pétrolière et des richesses minières. En fait, c'est vraiment une des régions clés du développement économique du pays. En tant que géographe, travailler sur un terrain signifie d'une part prendre en compte les réalités actuellement, qui sont encore déjà il y a 30 ans et à l'époque où je faisais ma thèse, qui signifie d'une part être, en tant que femme notamment,
d'être quand même très prudent, au sens de conditions de déplacement, même si j'avais ces liens familiaux dont j'ai parlé. Après, bon, par rapport au contexte d'évolution de ma relation avec le Venezuela, donc j'ai pu aussi créer des liens avec des collègues, des amis. Mais ce qui n'empêche que quand on se retrouve sur du terrain, il faut surtout être beaucoup à l'écoute des personnes avec qui on est en contact. Bon, je pense que l'atout linguistique fait que, à présent, je peux quand même être à peu près bien comprise par les personnes qui travaillent avec moi sur place. Mais c'est vraiment un enjeu à la fois de respect d'une culture que j'ai dû découvrir au fur et à mesure, hein, parce que c'est quand même depuis l'Europe une autre approche aussi en termes justement de l'aménagement. C'est une société quand même que j'ai découverte au départ qui était peut-être un petit peu moins maintenant, mais en tout cas qui est très façonnée par une culture américaine, nord-américaine. Et puis, déjà, depuis ces 20 dernières années, c'est clair que l'insécurité est très importante, avec une réalité sociale de à peu près 2 tiers de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et qui se retrouve dans les régions d'études donc de ce Grand Est, dans la mesure où notamment la partie nord-est jusqu'à la pointe qui fait face à Trinidad, donc de Paria, est une zone très pauvre du Venezuela. Donc voilà, c'était un des points d'interrogation pour le départ de ma recherche doctorale, c'est avec ces ressources minières et énergétiques très importantes, comment avons-nous un territoire où les inégalités socio-économiques sont très fortes. Et là, donc, je me retrouvais à partir d'une théorie de pôle de développement qui est classique et en partie contestée de nos jours sur cette théorie des pôles de développement, notamment soutenue par des économistes dès les années 60, pour essayer de justifier la mise en place d'un tissu industriel pour lancer le développement territorial. Ce qu'on retrouve encore de nos jours, un peu plus récemment, dans le cadre français, par exemple, sur les pôles de compétitivité, etc. Toujours un petit peu cette théorie de dynamisation d'un territoire par l'implantation d'activités industrielles. Alors là, au départ, pour le cas de ce Grand Est, d'industries lourdes, qui sont d'une part la sidérurgie et d'autre part la pétrochimie. Voilà. D'accord. Et au fur et à mesure, donc, quelles sont vos recherches actuelles par rapport à ce terrain originel? Alors, comme vous le savez sûrement, la situation au Venezuela actuellement est vraiment très difficile. Donc, j'essaie de maintenir le lien en suivant l'actualité, en gardant le contact avec des collègues, mais c'est impossible, enfin, ça a été impossible pour moi de retourner sur le terrain depuis au moins 5 ans, en raison, en grande partie, des difficultés au quotidien. De la dernière fois où j'avais pu retourner, c'est clair que la vie au quotidien est très difficile, notamment des coupures, alors, qui existaient auparavant aussi, mais l'accentuation de coupures fréquentes pour l'électricité, pour le réseau Internet, pour l'accès aussi à l'alimentation. Bon, c'est quand même cette ambiance, ce contexte au quotidien quand même de survie qui fait que pour faire de la recherche, là, c'est quand même assez compliqué maintenant. Donc, je me suis plutôt ouverte sur d'autres, à la fois terrains de recherche et en ouvrant aussi sur un champ plus relié à la transition énergétique, mais ouvrant d'une part sur le plateau des Guyanes, donc jusqu'à la Guyane française, donc Guyane-Venezuela, Guyana, Suriname et Guyane française, et sur beaucoup plus l'espace caribéen, en intégrant à la fois Petites Antilles et Grandes Antilles. Donc, comme je viens de vous le dire, sur plutôt des thématiques sur la transition énergétique,
énergétique, d'accès aux services urbains, et toujours lié au contexte d'urbanisation, de croissance urbaine, d'étalement urbain, de densification urbaine. Voilà. Et comme vous l'avez dit dès le départ, à travers là plus précisément deux programmes actuellement, un qui s'appelle Projet Relève, RELEV, qui est financé par l'Agence nationale de la recherche et qui s'intéresse à la reconstruction de Saint-Martin suite au cyclone Irma en septembre 2017, en essayant aussi de réaliser une comparaison avec la Guadeloupe post-Hugo, donc en 89. Et donc là aussi, en lien avec des travaux de géographes qui ont déjà beaucoup travaillé sur ces thématiques, comme ma collègue Madame Françoise Panier, d'autres. Et l'autre programme concerne les impacts de la pandémie du Covid-19 sur les économies des territoires d'outre-mer. Donc là, plus lié à l'ensemble des territoires d'outre-mer français. Voilà un petit peu pour l'instant. D'accord. Et on va s'attarder un petit peu sur le cas, sur la situation actuelle du Venezuela. Comment expliquer un tel déclin par rapport justement au temps de sa splendeur avec une exploitation d'hydrocarbures et des exportations qui en faisaient un élément clé du bassin caribéen? Donc la question est vraiment très importante aussi. Mais alors d'une part, je vais surtout répondre en fonction de, vous vous en doutez bien, par rapport à mon approche géographique. Mais c'est vrai que donc il faut être très conscient qu'il y a plusieurs facteurs qui s'imbriquent, à la fois des facteurs internes au Venezuela et externes. Donc si je regarde par rapport aux facteurs internes, surtout liés à un déclin, notamment industriel. Bon, moi, je connais surtout effectivement la partie du Grand Est. Pour les autres régions, je connais moins. Donc, je vais surtout là illustrer à partir des terrains que je connais. Donc, c'est clair que depuis déjà une dizaine d'années, il y avait les débuts d'un déclin industriel, bref, d'un démantèlement de l'industrie lourde sidérurgique liée à une très forte compétition internationale. Et du point de vue aussi interne, suite donc au contexte politique, donc en fait, ça, si vous voulez, ça a surtout démarré à partir de 2002 aussi, suite à une grève du secteur pétrolier contestant donc, le régime politique de Hugo Chavez qui était en place depuis fin 1999. Donc c'est quand même un premier jalon important pour comprendre les tensions très fortes internes qui ont eu lieu au sein du secteur énergétique. Et suite à cela, une partie de on va dire des cadres, pour aller un peu vite, des cadres de ce secteur, soit ont démissionné, soit ont été licenciés. Donc ce qui veut dire que une des origines de ce déclin, là par rapport au secteur pétrolier, c'est la perte de compétences, enfin de savoir-faire technique et des ingénieurs, et avec la difficulté de remplacement par d'autres personnels compétents, et que j'ai observé, enfin ça a été assez flagrant à Puerto-La-Cruz, Puerto-La-Cruz a le siège de l'exploitation pétrolière de la région justement nord-orientale, de la Compagnie pétrolière nationale du Venezuela, donc PDVSA. Et donc il était clair qu'après 2002, les conditions d'exploitation étaient quand même très faussées par manque de personnel suffisamment compétent et spécialisé. Et qui, bon voilà, on se retrouve actuellement dans une situation très difficile avec donc
un secteur qui a été en partie géré avec des maladresses. Voilà. Ensuite, autre facteur interne, c'est lié donc, à l'accentuation de la pauvreté, malgré les politiques. Donc, il y a eu tout un plan, des plans sociaux sous le gouvernement de Chavez pour financer des volets de politiques publiques comme l'éducation, la santé, qui ont eu vraiment des années phares, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'apogée de cette politique bolivarienne. En gros, l'apogée, oui, des années, on va dire, 2005 avant 2010. Et qui ensuite, suite notamment à la fin du régime de Chavez, suite à son décès en 2013, donc une période vraiment d'incertitude. Et en gros, oui, depuis 2013, la situation au Venezuela s'est quand même beaucoup dégradée, malgré l'atout pétrolier. Mais donc il y a eu la hausse aussi, alors facteur externe, la chute de prix du baril de pétrole, et aussi plus récemment l'embargo des États-Unis. Donc on se retrouve dans une situation où le Venezuela, depuis maintenant au moins 3 ans, se retrouve vraiment paralysé pour beaucoup par rapport aux importations et l'impossibilité d'exporter la production pétrolière, même si la production a nettement diminué. Il y a eu vraiment une chute de la production du baril par jour. Actuellement, excusez-moi, je n'ai pas revu les chiffres, mais donc on a vraiment une nette diminution de la production, oui, il y a un réel déclin de la production pétrolière au Venezuela. D'accord. Et quand on regarde bien cet État donc d'Amérique du Sud, si on peut dire, on se rend compte qu'il a donc une façade caribéenne, quasiment sur le Grand Est une façade atlantique. C'est également un État andin et aussi un État amazonien. Et donc, on peut se demander, à travers toutes ces caractéristiques, si le Venezuela est vraiment une puissance caribéenne ou plutôt une puissance sud-américaine. Alors là aussi, c'est clair qu'à partir de cette question très importante, c'est clair que selon moi, le Venezuela peut être considéré à la fois puissance caribéenne et puissance d'Amérique du Sud. Puissance caribéenne, notamment à partir de la politique internationale du Venezuela qui s'est développée à partir des années 2000, donc en lien en partie avec la politique bolivarienne de vouloir développer vraiment ces dynamiques d'échange avec l'espace caribéen. On a en mémoire le programme qui s'appelle Petro-Caribé et qui vraiment permettait l'exportation de pétrole contre services, c'est-à-dire par exemple pour le cas de Cuba, c'est clair que grâce aux accords de Petro-Caribé, Cuba a pu bénéficier de pétrole très bon marché, en échange de quoi Cuba s'engageait à développer une assistance médicale au Venezuela qui a été très concrète. Et donc la venue, il y a eu de nombreux médecins cubains qui ont travaillé surtout dans les quartiers populaires à Caracas, mais pas seulement. Je pouvais justement aussi en retrouver dans la zone guyanaise, et qui ont joué un énorme rôle du point de vue de la politique sanitaire au Venezuela. Il y a aussi eu le soutien du Venezuela par rapport à Haïti, notamment suite au tremblement de terre de janvier 2010. Donc il y a eu
vraiment aussi vraiment une coopération très importante apportée par, enfin une aide très importante apportée par le Venezuela à Haïti à ce moment-là. Et puis de nos jours, je pense qu'on est encore dans cette dynamique, enfin la politique extérieure du Venezuela s'affiche ouvertement pour continuer à contribuer au renforcement de la légitimité du Venezuela en tant que, oui, façade caribéenne et son rayonnement dans l'ensemble de la Caraïbe, en partenariat notamment avec Cuba. Et aussi en termes de formation, voilà. Actuellement, c'est clair que la situation est très paralysée. Et par rapport à la puissance sud-américaine, pour moi, le Venezuela, de toute façon, malgré la crise actuelle très grave, c'est la puissance pétrolière de l'Amérique du Sud, avec des réserves de pétrole extra lourd, notamment parmi les plus importantes au monde, qui se situent justement dans ce grand est du Venezuela, sur la rive gauche de l'Orénoque, qu'on appelle en français, donc c'est la ceinture de l'Orénoque, et qui constitue des réserves de pétrole extra lourd très importantes. Donc de là, depuis... il y a eu donc des élections législatives en décembre 2020 qui font qu'il y a eu une nouvelle constitution, enfin une nouvelle assemblée législative depuis janvier 2021. Et juste après la mise en place de cette nouvelle assemblée législative où le parti du gouvernement, donc le parti de Maduro, le parti socialiste unifié du Venezuela, a de nouveau la majorité, ce qui fait qu'il y a un nouvel élan vers ce choix d'ouvrir le secteur pétrolier au privé, qui peut paraître contradictoire, enfin qui est contradictoire par rapport à la politique socialiste bolivarienne, et en même temps, le gouvernement Maduro comprend que peut-être ses perspectives vers l'ouverture de nouveau, les grands groupes, les grandes firmes pétrolières internationales, enfin, notamment américaines, mais aussi russes. Voilà, c'est l'importance de relancer ce secteur pétrolier dans cette logique sud-américaine de puissance d'Amérique du Sud. Et puis, depuis que le parti en Bolivie, depuis que le parti bolivien, enfin, excusez-moi, le parti, en tout cas, depuis que, puisque vous savez, là, depuis ces dernières années, donc, il y a eu la destitution du président Evo Morales en Bolivie, puis ensuite un gouvernement d'opposition, puis de nouveau, nouvelles élections qui ont mis au pouvoir de nouveau le parti pro-Morales. Donc il y a de nouvelles dynamiques de cette gauche vénézuélienne, sud-américaine qui repart. Là, au Brésil, l'ex-président Lula a été reconnu non coupable. Il y a un contexte, si vous voulez, de relance un petit peu de cette gauche sud-américaine, et le Venezuela se considère comme un des fers de lance de cette dynamique politique, mais du point de vue de la puissance en tant qu'économie, potentiellement oui, actuellement non, puisque je pense qu'on en a encore pour quelques années de lente reconstruction du tissu économique du Venezuela, et d'arriver à ce que l'indice de développement humain du Venezuela puisse retrouver un niveau relativement acceptable. Donc la population vénézuélienne, à la fois qui est restée sur place ou qui a émigré, donc comme vous avez dû sûrement, enfin, c'est un élément aussi très important de la gravité de la situation au Venezuela, même si c'est une puissance pour moi d'Amérique du Sud, mais qui a connu depuis ces 5 dernières années donc des flux migratoires très importants en direction notamment jusqu'au Chili, jusqu'au Brésil, pour le cas de l'Amérique du Sud, jusqu'au Brésil, comme je viens de dire, en Colombie aussi. Donc, ce qui engendre des tensions très fortes au sein
de l'Amérique du Sud et des États qui sont contre le Venezuela et qui sont regroupés au sein de l'Alliance des États latino-américains du pacte andin. Voilà, donc par rapport aux États qui sont, comme le Venezuela et d'autres, qui suivent une politique au sein de la coopération régionale de l'ALBA. Donc voilà un petit peu. Ouais. Et par contre, on va revenir un peu sur cet océan de pétrole, entre guillemets, qui se trouve à l'est et qui se prolonge un peu, me semble-t-il, jusqu'à Trinidad. Il y a une question qui taraude à chaque fois beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens et de Guyanais. Je parle de Guyane française, puisque la société antillaise de raffinerie, qui est donc basée à Fort-de-France avec l'unité de production, comment expliquer qu'elle n'importe pas du pétrole venant de ce bassin de l'Orénoque? Alors, c'est vraiment une des complexités du développement économique régional, puisque nous sommes en Martinique frontalier avec le Venezuela. Et c'est clair que moi-même, c'est effectivement une des questions que j'ai aussi posées à des représentants de la SARA. Donc la réponse pour l'instant que je reçois officielle est que les normes la qualité du pétrole n'est pas adaptée, enfin vénézuélien, les normes de raffinage du pétrole vénézuélien ne sont pas adaptées aux normes de raffinage de l'usine de production, enfin la raffinerie qui est en Martinique. Après, c'est vrai qu'on sait que la SARA ici importe depuis la mer du Nord, hein, depuis le pétrole notamment offshore de la Norvège. Voilà, donc c'est une des réflexions importantes à mener pour les années à venir, de peut-être trouver des alternatives pour que, au sein de ce courant de transition énergétique, on sait que, comme il a été dit, hein, entre Guyane française, Guadeloupe et Martinique, le Venezuela est le pays le plus proche en termes de production pétrolière. Mais sincèrement, je n'ai pas d'éléments encore plus précis, mais c'est clair que pour l'instant, c'est un scénario qui n'est pas envisagé du côté de la production, de la production de raffinage ici en Martinique. D'accord. Donc, outre cette casquette de production de savoir sur le Venezuela, vous assurez aussi une autre mission ô combien noble, c'est-à-dire d'intervenir à l'INSPE de Martinique, notamment pour la préparation des concours de l'enseignement et pour être professeur. Donc, en quoi cela consiste-t-il? Alors, de façon générale, donc une INSPE qui signifie un Institut supérieur national du professorat et de l'éducation, qui auparavant étaient les IUFM et ensuite les ESP, École supérieure de professorat et d'éducation. Donc, les enseignants ou enseignants-chercheurs qui travaillent dans ces instituts sont amenés à, d'une part, former les futurs enseignants, donc en formation initiale, à des savoirs à la fois de pratique professionnelle et des savoirs dits disciplinaires en fonction de la discipline que vont enseigner les futurs enseignants, que ce soit en lycée professionnel, en collège ou lycée technique et généraux, ou aussi, bien sûr, en école primaire. En ce qui concerne mon profil, donc je suis enseignant-chercheur en géographie et les cours que j'assure sont surtout destinés à la préparation des épreuves écrites et orales des concours de recrutement
de professeurs du second degré, que ce soit donc ce qui s'appelle le CAPES, un CAPES externe en histoire-géographie, ou aussi, donc ça pour collège et lycée d'enseignement technique et d'enseignement généraux, pardon, et le KPLP, donc pour destiner au lycée professionnel, et qui est donc pour ces enseignants de lycée professionnel, qui eux aussi ont, s'ils sont titulaires, un concours, réussi un concours, qui a aussi de la géographie, donc ils sont spécialisés en lettres, histoire et géographie. Donc mes cours consistent surtout à la préparation à ces épreuves. Donc c'est peut-être de manière très résumée un peu du bachotage en fait. Mais quand même essayer de, surtout qu'une grande partie des étudiants en formation initiale sont issus de formation en histoire, donc c'est essayer de leur donner le goût à la géographie, et plus particulièrement à la géographie de la France pour mes cours, par rapport à une répartition au sein de l'INSPE Martinique, où je suis plus avec la casquette géographie de la France, mais bon, cela dépend des années et en fonction des programmes qui sont à préparer. Voilà. Donc, par exemple, cette année, il y avait la question sur les espaces ruraux en France, donc qui m'éloigne un petit peu du Venezuela urbain. Ça, c'est sûr. Donc ensuite, il y a la formation des enseignants qui est régulièrement au cœur d'enjeux politiques. Quel est votre avis par rapport à cette formation? Alors, je vais rester dans un cadre, là je m'exprime en tant qu'enseignant-chercheur, et non pas en dehors du cadre de l'INSPE, mais en tant qu'enseignant-chercheur. J'observe que depuis plusieurs années, notamment depuis ce qui s'appelle la réforme de la formation des enseignants qui a été réalisée à travers la masterisation, c'est-à-dire qu'auparavant, pour être enseignant, vous passiez des concours, soit suite à votre optation d'un bac+3, ou donc par exemple pour passer à un CAPES, ou après un bac+4, qui était donc pour passer aussi un concours qui est l'agrégation. Actuellement, si l'on veut être enseignant, jusqu'à juin 2021, l'étudiant doit obtenir un master donc bac+5, sans l'obtention de ce master 2, même si l'étudiant réussit le concours, il ne pourrait pas être titularisé. Donc il y a vraiment un enjeu en termes de titularisation et de devenir fonctionnaire de l'éducation nationale. À partir de la rentrée prochaine, donc de la rentrée 2021, une nouvelle réforme, une nouvelle application de cette réforme qui signifie que les concours de recrutement de CAPES et de KPLP vont être décalés d'une année supplémentaire. Donc, au lieu de passer le concours bac+4 et qui vous permettait d'avoir une année, si vous réussissiez la première année, d'avoir un stage pour vous apprendre la pratique, cette pratique professionnelle, de vous familiariser avec moins d'heures par semaine et de pouvoir vous retrouver en accompagnement avec un tuteur ou une tutrice de stage, eh bien, la nouvelle réforme à partir de la rentrée prochaine fait que vous allez passer le concours en deuxième année de master, et si vous réussissez, vous retrouvez directement en situation de pratique professionnelle, sans stage, ce qui fait ressortir une politique de l'éducation nationale, selon moi, de moins en moins attentive à la formation des enseignants. De mon point de vue, cette réforme est en train d'accélérer l'augmentation de la contractualisation de beaucoup de collègues enseignants dans la mesure où les places au concours sont de plus en plus réduites. Et d'autre part, de renforcer
une mise en situation professionnelle des collègues, des futurs collègues, de plus en plus rapide, sans le temps de bien former les collègues. Bon, là, bien sûr, c'est mon point de vue. Je le partage avec d'autres collègues. C'est une réforme qui, selon moi, n'est pas des plus encourageantes pour les futurs enseignants. D'accord. Justement, dans ce contexte, il apparaît que la majorité des professeurs d'histoire-géographie sont des historiens de formation et doivent enseigner pourtant les deux disciplines. Alors, quels conseils pouvez-vous leur donner pour appréhender cette géographie scolaire? Alors, c'est sûr que pour transmettre l'intérêt de la géographie à ses élèves, c'est soi-même avoir quand même aussi déjà le goût d'une étude spatiale, c'est-à-dire c'est vrai que la géographie renvoie principalement à des analyses spatiales aux différentes échelles et les imbrications avec différents facteurs, qu'ils soient économiques, sociologiques, historiques, anthropologiques, juridiques, mais toujours ramener à un espace donné. Donc, c'est sûr que l'enseignant peut, alors déjà peut-être trouver, je pense que dans le cadre du plan académique de formation, il serait intéressant de pouvoir suivre des formations en géographie si elles existent. Et d'autre part, peut-être aussi à travers les séances préparées, insister sur l'outil de base, le support de base que nous utilisons en géographie, qu'est la carte, donc, et qui malheureusement est de moins en moins valorisée dans les ressources à utiliser pour préparer ces séquences et ces séances. Et je crois que le point de départ, quand même, c'est revenir à l'analyse des cartes, qu'elles soient topographiques ou thématiques, et bien sûr aussi aux atlas. Mais pour moi, sincèrement, plus j'avance dans mon métier, je pense que si je me considère comme géographe, c'est parce que j'estime que la carte est un outil très important pour comprendre notre monde actuel, quelle que soit l'échelle d'analyse. D'accord. Nous arrivons donc au terme de cet entretien, de cet échange. Anne Peña-Annette, donc nous vous remercions énormément de nous avoir consacré ce temps d'échange et donc nous vous souhaitons bonne continuation. Pour ma part, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps vous-même et puis j'apprécie beaucoup la dynamique de votre association et je souhaite vivement que vous puissiez continuer pour valoriser justement les réflexions en histoire et en géographie concernant la région d'études qui vous passionne aussi. Donc, chers auditeurs et auditrices, nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. à écouter, à regarder et à lire.